David. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Bah écoute, bienvenue dans Skills, Skills by Designing. Donc ici on parle des compétences du 21e siècle, compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce fameux monde de mutation, de transition, de rupture et d'incertitude aussi. Chez Skills, donc on parle de la diversité des formes de pensée, pensée créative, pensée critique, pensée complexe, capacité d'apprentissage permanent, capacité de résilience et bien d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui le pratiquent et l'expérimentent sur le terrain au quotidien. C'est pour ça que je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc toi, tu es Head of Design chez BPCE, qui, donc on le rappelle, est le groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne, mais qui intègre également Natixis et des banques plus spécialisées et peut-être un peu moins connues comme la Casden, le Crédit Coopératif, la Banque Palatine et d'autres. Ton domaine, donc, c'est la finance, la banque, l'assurance. Et du coup, j'ai une première question pour toi. Concrètement, c'est quoi l'intérêt et l'apport du design dans ce qu'on appelle un peu les services financiers, donc ce milieu de la banque et de l'assurance, qui a priori, on pourrait dire, ne ferait pas rêver des créatifs ou des métiers de l'innovation? Alors, l'intérêt pour un domaine comme la finance, il est évident en fait. Enfin, pour moi, qui est pas mal bossé dans des entreprises assez grandes, assez complexes, avec des enjeux importants, beaucoup de clients, je trouve que dans la finance, on a une chance extraordinaire dans une entreprise comme la mienne, BPCE, le groupe BPCE. 100 000 personnes, on a plus de 20 millions de clients, on a 8 millions d'utilisateurs par semaine sur nos applications. C'est vraiment d'avoir de l'impact en fait. Formidable terrain de jeu. C'est un impact énorme, c'est colossal. Donc ce qu'on va faire pour les clients, ça va vraiment avoir un effet sur leur vie quotidienne, dans pas mal de cas. Voilà. Donc voilà, quand on tire le fil en fait de tous ces produits bancaires qui sont assez complexes, voilà, on arrive vraiment à trouver de quoi s'éclater. Donc c'est une richesse incroyable. J'ai vraiment pas fait le tour. Ouais, c'est ça. Et tu conseilles comme terrain de jeu pour les designers. C'est clair, c'est clair. Et donc du coup, effectivement, ces grands établissements bancaires, ils ont des grands enjeux, notamment ceux de la transformation digitale, je dirais du front client jusqu'au fin fond des tuyaux en back-office. Quand on est BPCE, donc je dirais pas une simple fintech, mais un acteur de taille, tu viens de le dire, avec en plus un modèle très spécifique, mutualiste, et régionalisé. Voilà, régionalisé, donc une organisation en réseau avec beaucoup d'établissements différents. C'est quoi finalement les spécificités de la transformation digitale dans ce grand groupe et comment du coup le design accompagne cette transformation? Mon rôle en tant que designer, évidemment, c'était de produire des expériences pour les clients. Donc on a commencé à travailler sur les applications bancaires, à les refondre petit à petit. Parcours digitaux de bout en bout, sur le mobile, sur le web, pour les clients B2C. Voilà, on est en train de commencer toute la clientèle particulière. On commence vraiment à travailler aussi sur le B2B, qui est un autre domaine. Donc quand je parlais de la diversité des domaines auxquels on peut toucher, voilà, on va avoir des types de clients complètement différents. On ne fait pas les mêmes produits, en tout cas on n'a pas les mêmes expériences. Les associations, voilà, les entrepreneurs individuels, les PME, les très grandes entreprises aussi, on peut avoir des très grandes entreprises. Donc voilà, donc il y a une diversité de produits de clients qui est énorme. Donc voilà, j'étais à la transformation digitale avec des choses qui sont très opérationnelles parce que je suis designer, j'ai une équipe de designers. Donc nous on est vraiment là pour produire des choses concrètes qui ont un effet sur l'expérience des utilisateurs, sur la vie des gens, puis aussi pour l'entreprise, vraiment produire de la valeur. Et en même temps, et on ne fait même pas exprès, c'est même pas volontaire, pour réussir à faire du design dans une entreprise qui avant n'avait pas de designer, on est obligé de la transformer. Et donc ça veut dire pousser les murs, ça veut dire mettre en place des nouvelles définitions, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, des nouveaux process pour que les designers puissent travailler. Simplement pour qu'ils puissent travailler. Donc voilà, depuis 5 ans, je pense qu'on a transformé énormément la boîte, quoi. Et concrètement, quand tu dis on met en place des nouveaux process, tu as un exemple justement de processus que vous avez mis en place pour justement intégrer ces nouveaux métiers du design dans l'entité avec laquelle il y a une dimension RH. Ouais. Simplement le fait d'avoir une description de poste
qui correspond à enfin, qui formule le terme design ou expérience utilisateur. Au départ, moi et puis les gens de mon équipe, je crois qu'on était business analyst. Alors, ça fait pas une grosse différence au quotidien, mais c'est juste que voilà, il n'y avait pas la case pour mettre un designer. Le fait que voilà, ça a pris du temps, le fait qu'on soit identifié, qu'on ait un rôle, qu'on ait des compétences qui soient listées, etc. Ça déjà, c'est une transformation et ça se joue au niveau RH. On peut aller plus loin, voilà, c'est un travail qui est en cours pour que maintenant, une fois que le designer est identifié, on définisse aussi des compétences clés. Voilà, après, c'est une filière en fait. C'est de réussir à mettre en place une filière avec voilà, à la fois des spécialités, à la fois des niveaux de compétences. Donc voilà, c'est un travail de fond que moi je mène voilà, petit à petit, mais qui vraiment est important pour la transformation. Et pour que la transformation, j'imagine, aussi soit pérenne. Ouais. Après, très concrètement, super concrètement, il y a la question des outils par exemple. Voilà, un designer, pour produire des expériences utilisateurs, pour voilà, travailler, faire un parcours, etc. Il a besoin d'outils pour travailler. Ces outils n'existaient pas, ou ils existaient, mais ce qu'on appelle en shadow IT, c'est-à-dire qu'ils étaient comme ça, fait un peu off de tout le système d'information. Le fait de négocier avec des éditeurs de logiciels de design, de réussir à les faire valider par la sécurité du groupe, de signer des contrats, voilà, et de faire en sorte que ces logiciels-là ils soient voilà, officiellement utilisés, reconnus, etc. Ça fait partie de la transformation aussi. Derrière, ça permet d'être plus performant, d'aller plus vite. Voilà, c'est juste qu'un bon designer, il a de bons outils, voilà, et pour avoir des outils, il faut les mettre en place, quoi. Super clair. Écologie digitale, nouveau mode de conso, on vante un peu des grandes innovations à venir dans le monde bancaire. Ouais. On dit que les agences bancaires vont se transformer en cowork, façon un peu place de village, que les moyens de paiement vont être totalement repensés, qu'on a des robots advisors presque plus performants que notre conseiller en agence. Toi, avec ton regard de Head of Design, un peu à l'avant-poste de tous ces changements-là, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, savoir le digital. Alors, tu parles de Robot Advisor, je trouve ça vachement intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai suivi aussi dans des expériences précédentes, chez AXA par exemple. C'était pas mal dans le creux de la vague. On a parlé des chatbots par exemple, qui étaient très hype à un moment. En fait, voilà, il y avait l'interface, mais il n'y avait pas l'intelligence derrière. Là, aujourd'hui, je pense que l'intelligence, avec l'intelligence artificielle, puis j'en parlerai un petit peu après, elle est en train d'arriver. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague en fait, de ces outils-là voilà, qui vont arriver et qui vont, je pense, avoir un vrai impact sur l'expérience des clients au quotidien. Alors, ça me rappelle des tests qu'on avait faits il y a quelques années, où on avait testé ce qu'on appelle des coachs financiers, donc avec des interfaces. Donc il y avait une partie de ces interfaces qui était plutôt basée sur de la data vise. Donc en gros, c'est plutôt l'utilisateur qui a un tableau de bord, voilà, qui a un tableau de bord, qui est autonome, voilà, qui est responsable de la gestion de ses finances. Chez lui, pilote un petit voilà, peu qui pilote, donc voilà, qui a la maîtrise et avec des outils pour maîtriser. Super attractif, super attrayant. Voilà. Mais ce qu'on creuse quand on fait du quali, c'est qu'à l'usage, pour pas mal de gens, en fait, c'est complexe et donc ils vont pas s'en servir beaucoup, en fait. Et ils ont besoin d'un humain. Ils ont besoin alors d'une part de l'expertise humaine, mais aussi d'informations extrêmement personnalisées, amenées au bon moment, dans le bon contexte. Et donc en fait, on sentait justement en faisant ces interviews quali que au-delà de ces aspects voilà, très séduisants, de tableau de bord qui donnent le contrôle, etc., juste avoir la bonne information au bon moment. Par exemple, attention, par rapport à vos dépenses, là, vous risquez peut-être d'être à découvert dans quelques temps. Tiens, il y a une opération bancaire qui s'est passée sur votre compte qui n'est pas habituelle. Ce genre de choses-là. Ce côté bon conseil. Voilà, le conseil que peut-être voilà, des outils type Advisor pourront apporter. Ça apporte énormément de valeur, en fait, et c'est ça qui répondait aux besoins de pas mal de gens. Donc finalement, l'usage en contexte, très personnalisé. Voilà, et des fois, bon, c'est pareil, j'en parlerai, mais voilà, il y a des outils comme OpenIA qui maintenant sont capables d'analyser, de faire des retours ou des synthèses qui commencent à être pertinentes. Moi, je trouve que c'est des choses qui sont à creuser et qu'on va réussir à
à identifier peut-être avec une démarche de design, enfin en tout cas en mettant des designers dans des process, parce qu'on peut être attentif à ces signaux faibles. Est-ce qu'on va pouvoir en faire et comment on va pouvoir l'exploiter, etc. Voilà. Après, je pourrais étendre un peu aussi sur l'expérience des agences, moi de ce que j'en ai vu, de ce que j'en connais, parce que de plus en plus je suis aussi impliqué dans ces domaines-là. En fait, les outils digitaux des conseillers en agence, ils font de plus en plus aussi partie de l'expérience des clients, parce que justement on parlait de ces échanges entre clients et conseillers qui sont super importants aujourd'hui. L'humain, ça reste important. Ils font partie parce qu'on les voit et de plus en plus d'ailleurs il y a une nouvelle démarche qu'on appelle le côte à côte, c'est-à-dire que c'est le conseiller qui montre sa tablette, la relation un petit peu statutaire du conseiller derrière son bureau, du client qui prend des notes. Ça évolue, je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas ça évolue beaucoup. Donc il y a de plus en plus de proximité et donc on voit de plus en plus d'écrans partagés. En fait, on travaille sur des écrans partagés entre le client et le conseiller. Et donc du coup, c'est écran partagé, outils partagés. Donc enjeu d'avoir une expérience. Ouais, ça repense totalement l'expérience, le scénario. Entre ce que le client fait, ce que le conseiller fait avec des ping-pong. Je commence quelque chose avec mon conseiller, je le finis, moi, dans l'agence ou chez moi. Enfin, voilà, donc c'est de moins en moins hermétique en fait. Voilà. Et donc ça fait partie aussi de mes enjeux de design global dans l'entreprise. Avant de parler d'IA, si on se penche justement sur aussi le futur toujours de la banque, alors je donnais plein de mots en anglais, mais bank as a service, bank as a platform, beyond banking. Donc concrètement, on est en train de parler aussi beaucoup de est-ce que la banque va à un moment donné s'effacer, devenir transparente dans le quotidien des gens, ou on a aussi au contraire, ce que tu dis, c'est finalement, non, elle au contraire s'incarne de plus en plus. Elle joue à plein son rôle finalement de tiers de confiance. Toi, pareil, comment tu t'empares de ces sujets? D'un côté, une banque qui s'effacerait au profit des scénarios de vie, et de l'autre, une banque très présente, plus présente peut-être qu'aujourd'hui. Je pense que c'est super hétérogène. En fait, j'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des actions du quotidien sur lesquelles on a envie que ce soit fluide. Et donc, on va parler de tout ce qui est paiement, tous les process de paiement. Et on l'a vu concrètement, les évolutions des usages du paiement pendant le Covid, par exemple, avec le sans contact qui s'est développé. Au début, le fait de payer avec son téléphone dans un magasin il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, 2 ans, les gens regardaient un peu hype. Oh là, waouh, étonnant. Et puis maintenant, ça devient normal. Donc ce genre d'interaction-là, je pense que les gens ont envie que ce soit sans couture, que ce soit immédiat. Ils n'ont pas envie d'y penser. Après, dans la vie, on a des projets, il y a des événements dans la vie, et je pense qu'il y a des moments où la présence de la banque, elle est super importante. On pense à projet immobilier, par exemple, c'est ça. l'arrivée d'un enfant. Et là, je suis en plus que sur la partie B2C, la clientèle particulière. Après, au niveau de l'entreprise, c'est encore autre chose, il y a toute la partie financement, etc. Et c'est des moments où la banque, l'entreprise, la présence, elle est super importante. Tu parlais du crédit immobilier. En fait, ça me rappelle des tests et des observations qu'on avait fait avec des clients. En fait, on avait fait venir plutôt des profils jeunes et on voulait tester en fait des parcours de souscription, de simulation, de soumission et de souscription de crédit immobilier sur mobile. Alors sur mobile, depuis le début du mobile, moi je suis toujours étonné par, beaucoup de gens sont étonnés par ce qui est fait sur mobile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit « Ah là non mais ça va être trop compliqué, les gens ne vont pas le faire sur mobile », en fait si. Voilà, si c'est bien fait, après on ne fait pas n'importe quoi, mais si c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est bien pensé, c'est adapté au mobile, en général ça passe sans problème, quoi. Et même du crédit immobilier, qui est un process qui est a priori long, un peu complexe, qui est très engageant, c'est des engageant, etc. D'un point de vue processus administratif, ça passait. Voilà, tel qu'on l'avait conçu, ça passait. En revanche, et on l'avait testé, on avait fait ce qu'on appelle un magicien dose. On avait testé une étape de ce process de crédit immobilier qui est obligatoire pour des questions légales, qui est un appel du conseiller.
Voilà, parce que dans un process de crédit immobilier, il faut quand même à un moment qu'il y ait un échange avec une personne, Avec un humain. voilà, pour valider les informations, éventuellement pour négocier le taux, etc. Et donc avec ces profils qui étaient jeunes, qui étaient enfin, plutôt jeunes, hein, je me rappelle, qui étaient très digital native, très centrés sur le mobile, on se disait a priori, ah ouais, mais cette étape-là, ils vont trouver ça embêtant, etc. Et ben non. En fait, le fait à un moment, dans un process, d'avoir un échange avec une personne sur quelque chose comme ça qui était très engageant, c'était super rassurant. Et donc globalement, la satisfaction a été présente. Et c'était pas perçu comme quelque chose d'embêtant. Voilà. Donc voilà, donc la présence de l'humain reste extrêmement importante. Il s'agit de trouver le juste équilibre en fonction des tâches. C'est ça. Et en fait, justement, tout ce travail de design, en fait, de penser les parcours, d'apprendre de la hauteur pour penser l'expérience d'un client de bout en bout, sur des choses qui sont longues, souvent il y a plusieurs étapes, et d'identifier les moments de vie où il y a besoin d'un humain versus des moments qui, a priori, se font très très bien de manière digitale, eh ben, c'est super important. Et du coup, justement là-dessus, la compétence du design, c'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'amènent les designers sur ces sujets-là, sur ces phases-là? Toi, tu dirais comment tu décrirais justement un peu les compétences qu'ils amènent sur ces phases-là? Je peux parler un petit peu des compétences de mon équipe et de la façon dont c'est organisé. La majorité en fait, des designers de l'équipe, c'est des product designers. Enfin, je les appelle comme ça, je les présente comme ça. Donc, majoritairement aussi, c'est des internes. Donc, c'était un des vrais enjeux de la transformation. C'était de ne pas que externaliser la compétence de design, c'était aussi de l'internaliser. Pourquoi? Parce que c'est les projets bancaires, mais bon, c'est pas que la banque, hein, mais c'est des projets qui sont complexes, qui prennent beaucoup de temps. Voilà. Entre le moment où on le commence, voire des fois ils finissent jamais parce qu'il y a après des évolutions derrière. Et donc c'est extrêmement important d'avoir des gens qui sont proches du métier et qui suivent les sujets dans la durée pour justement avoir à la fois mettre en place un accompagnement. C'est plus un partenariat en fait. Pour moi, le designer, il est partenaire des métiers. Et donc à la fois, ils accompagnent dans la durée sur toutes les phases. Donc, product designer, pour moi, c'est quelqu'un qui est suffisamment polyvalent, qui peut faire appel à des expertises précises à des moments, mais voilà, qui est suffisamment polyvalent pour accompagner un projet vraiment de bout en bout. De l'amont, de la stratégie, de la réflexion jusqu'à la déclinaison opérationnelle. C'est ça. Et en même temps, qui, en restant un certain temps dans un domaine, va acquérir aussi une connaissance. Du fond métier qui lui permet de… C'est ça. Donc il devient, alors je ne sais pas s'il devient banquier, mais en tout cas, il commence à connaître les process métiers. Et on arrive à ce moment, aujourd'hui, on me dit, en fait, les designers, des fois, ils connaissent mieux le projet que les PO, ils connaissent mieux le produit, en fait, parce qu'ils sont dedans. Et donc, quand on a besoin de comprendre comment un truc fonctionne, on va voir le designer et lui, il est capable de l'expliquer, quoi. Parce qu'il a suivi le truc de bout en bout, il sait comment ça marche, il sait comment s'enchaînent les différents il a associé un peu toutes les connaissances. Voilà, donc des fois, c'est la connaissance, elle est maintenant de plus en plus, en tout cas, chez le designer. Chez le designer, c'est marrant ça. Ouais. Super. Si on revient un peu sur toi… Ça fait maintenant 2 décennies que tu travailles, désolé, surtout au sein de grands groupes, sur des sujets notamment de digitalisation. Tu as commencé dans la mobilité, oui, SNCF, dans l'automobile, chez PSA, c'est là où on s'est rencontrés, dans l'assurance, AXA, on l'a dit, maintenant la banque. Quand on travaille justement pour ces grandes industries et qu'on adresse ce fameux marché du retail, donc en fait le grand public, qu'on conçoit donc des produits finalement qui doivent être populaires. Quel retour d'expérience tu fais et notamment dans cette espèce de curseur à trouver entre personnalisation et standardisation quelque part, c'est comment on retrouve la diversité des clients, de leurs besoins et en même temps ce besoin aussi d'adresser la grande échelle et le grand nombre. Alors pour moi, je trouve que c'est une super opportunité de travailler sur ce type de produit. Et à mon avis, c'est assez rare en France d'avoir la chance de travailler sur des choses qui ont autant d'impact. Ce qui est passionnant sur ces produits, c'est en fait, c'est la complexité qui est cachée parce qu'on va adresser énormément de besoins qui sont spécifiques
et qu'on ne voit pas forcément quand on voit une application de mobilité ou une application bancaire. Donc, sur des millions de clients, par exemple, on va avoir des fois des fonctionnalités qui vont servir à peut-être même pas 1% des gens. C'est ça. Et pourtant, 1% des gens, quand on a 20 millions de clients, ça fait beaucoup de monde. Quoi. Donc c'est une énorme responsabilité en fait, parce que même des petites fonctionnalités dans l'app, des choses qui sont assez spécifiques, vont correspondent à certains contextes très particuliers. Des contextes, des besoins très spécifiques vont avoir un impact énorme. Et si on les fait pas bien, en fait, on risque d'en entendre parler en fait. Ouais, ça va remonter ça remonte très vite en fait. Oui, c'est aussi ça, c'est que ça remonte très vite. Ça remonte très vite. En fait, je trouve qu'on apprend énormément en fait aussi. Parce que c'est la chance d'avoir des retours qui des fois sont un peu brutaux sur certaines choses. On se fait un peu bâcher parfois. En général, les gens sont bienveillants et on a eu quelques retours. Mais nous, de notre côté, ça une posture d'humilité aussi soi-même. C'est une vraie école d'humilité en fait. Ouais. C'est ça. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut pas tomber amoureux de ses idées. Pour un designer qui peut avoir tendance à proposer, à s'accrocher un peu aussi à ses idées. Comprendre que je sais pas, l'originalité c'est pas une fin en soi. Ça peut être une solution originale à un problème nouveau ou une solution qui résout différemment et mieux un problème. Mais c'est pas une fin, c'est pas un but. Si on arrive à faire quelque chose qui répond aux besoins. Et qui permet concrètement d'améliorer un petit peu la vie des gens, je trouve que c'est déjà un vrai succès. Quoi. Surtout pour des produits qui sont énormément utilisés, potentiellement. Quelqu'un ouvre son appli bancaire peut-être tous les jours. Tous les 2 jours en moyenne chez nous. Voilà, donc en fait, c'est un petit, même un changement minime. D'ailleurs, quand vous faites des changements, vous mesurez du coup l'impact que ça peut avoir sur des habitudes. Est-ce que les clients prennent c'est suivi. C'est suivi. Alors c'est un peu à côté du design, mais c'était aussi un des vrais éléments de la transformation digitale du groupe, c'est de mettre en place une équipe avec des personnes qui écoutaient en fait ce que disaient les clients, soit sur le web, soit sur le mobile. L'avantage sur le mobile, c'est qu'on a les stores, donc on peut suivre, on a des notes, on a des retours, etc. Donc c'est vraiment fait pour. Mais le fait d'écouter, c'était assez nouveau en fait. Et on l'a vu concrètement. Le travail qu'on a fait depuis quelques années, ça a plus que doublé les scores de satisfaction sur les stores de nos apps. Okay. Donc vous êtes en mesure de mesurer. Donc ça, on le mesure, évidemment. Donc on a les notes des stores. Il y a 4 ou 5 ans, je pense qu'on devait être à 2 et des poussières. Donc en gros, sur un store, sur une note de 1 à 5, quand on a 2, c'est les gens nous jettent des tomates, quoi, ils nous détestent. Et là, on est à 4,5, enfin à peu près, quoi. Ça évolue un petit peu. Mais dans une forme de standard. Et là, on est au niveau, plus que ça, c'est-à-dire qu'on est au niveau des pure players, quoi, au niveau des néobanques, quasiment. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment concrètes et mesurables. Et c'est important, je trouve, pour un designer d'avoir ce retour, dire ah oui, effectivement, on a changé quelque chose. Aussi par rapport à des applications grand public et comme la banque. Pareil, avec des études qu'on a fait, je me rappelle, c'était des études quali qu'on avait fait au début, quand je suis arrivé, que j'avais suivi. Je suis impressionné par la diversité des usages, même à un niveau d'une clientèle particulière. On va avoir des gens qui, alors, à la fois pour des contraintes par rapport à tout le monde n'a pas le même niveau de finances, de rémunération, etc. Donc forcément, les usages vont changer. Et même culturellement, il y en a certains qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir des crédits et qui vivent sur la relation à l'argent aussi. Voilà, la relation à l'argent, en fait, c'est ça, est très différente en fonction des gens. Certains sont super attentifs à équilibrer leur compte, pour eux c'est extrêmement important. D'autres ont besoin d'avoir une certaine marge. Il y a des vraies spécificités culturelles de comportement. Ouais, je ne peux pas forcément l'identifier, dire des profils. J'ai vu beaucoup de diversité en fait. Et justement, adresser cette diversité, c'est un super challenge, quoi. Et alors du coup, si on se projette un peu plus loin, on a parlé au tout début d'intelligence artificielle. Toi, tu t'intéresses beaucoup à ce sujet-là, sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment sur l'activité des designers dans le futur. Alors, qu'est-ce que tu peux, toi qui es un peu à l'avant-poste de ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'il y a des compétences qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître?
C'est un peu un hobby, hein, mais je dois reconnaître que j'ai pas été aussi excité par une innovation digitale depuis plusieurs années, quoi. Donc là, c'est tout récent. Là, il y a une application qui est sortie qui s'appelle Midjourney. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, tout à fait. On en voit partout là. Incroyable. C'est juste hypnotisant, quoi. Donc concrètement, tu peux rappeler ce qu'elle fait Ouais, alors en fait, c'est une application c'est un système qui te permet de générer des images sur la base d'une requête textuelle. Donc comment ça fonctionne, hein, concrètement? On fait une requête, bon, j'ai pas tout le détail, mais voilà, on fait une requête, ça va chercher plein d'images dans des bases, et après ça va utiliser un système de réseau de neurones, a priori deux systèmes en fait, ce qu'on appelle des réseaux de neurones antagonistes. L'un qui va prendre les images, l'autre qui va essayer de générer des images. Les deux vont se parler et au bout d'un moment, celui qui a les images en référence, il va dire « Ah, tiens, ça ressemble. Ok, c'est bon pour moi. » Donc là, il y a un match et donc ça veut dire que l'intelligence artificielle aura réussi à créer une image qui correspond à ce qu'on lui a demandé. Et donc, on arrive à des résultats qui sont bluffants. En fonction de ce qu'on demande. En fonction de ce qu'on demande, on a des rendus qui sont incroyables. Ça, c'est un élément qui est concret et ça commence à rentrer. Du coup, je vois des articles un peu dans des médias un peu mainstream, voilà, qui disent « Ah, il se passe un truc là ». Des designers qui s'en saisissent aussi? Alors là, actuellement, sur ce genre d'outils, c'est en train de transformer, mais de manière radicale, à mon avis, le boulot des concept artistes. Voilà, ces gens qui font des concepts pour je sais pas, des films, voilà, des vidéos. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se poser des questions assez importantes parce que voilà, le fait de coller plein de références et pour créer quelque chose, une ambiance, un style, etc. Ce qui pouvait se passer d'abord dans leur tête. Voilà, et ben là, tout d'un coup, ils ont un outil qui le fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça change? Ce que j'ai commencé à voir, hein, par rapport à ça, c'est que certains donc s'en servent, s'en saisissent et commencent à publier des choses faites avec cet outil-là. Et disent que c'est en fait publié en collaboration avec l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ce travail qui était plutôt autonome, personnel, maintenant, il se retrouve avec une sorte de collègue, voilà, d'alter ego, un peu spécial, voilà, qui est digital, et qui leur fait des choses, et eux, ils le prennent, ils le retravaillent, ils le retouchent. Il y a une conversation, en fait. Donc, c'est une conversation, finalement, c'est ça, c'est une conversation machine, entre un professionnel et une machine. Voilà. Je pense que c'est vraiment une première étape. Pour essayer de structurer cette réflexion, moi, c'est un truc que j'ai commencé à réfléchir un peu il y a quelques années déjà. Ouais. Pour moi, déjà, l'intelligence artificielle, on peut le voir de deux manières, de base. C'est soit un outil, donc c'est ce qu'on voit là avec Midjourney, c'est un outil, ou alors c'est une matière première. Voilà, une matière première, ça va être, voilà, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour la réflexion. Pour faire un produit, qu'un designer, par exemple, peut travailler. J'ai vu des articles là-dessus sur Netflix, où, par exemple, les formats promotionnels dans Netflix, en fait, sont générés par un système. Et donc, le travail du designer, ça va être de travailler sur les règles qui permettent de produire, en fait, ces formats qui sont générés parce que, en fonction du profil de l'utilisateur, en fonction des règles de ce qu'il préfère, de l'acteur qu'il préfère, des couleurs, je sais pas, des couleurs qu'il préfère, de la formulation qu'il préfère, va produire un truc qui va lui donner envie d'aller voir telle série ou telle série. Il peut y avoir un design finalement de l'IA. Voilà, c'est le design de l'IA ou c'est le design avec l'IA. Okay. Voilà, et dans le design donc, de l'IA, la question c'est qu'est-ce que je mets en place comme process, comment j'organise finalement mon process de design pour pouvoir faire un travail de designer. Ça veut dire avoir une démarche inductive, tester, apprendre, collaborer avec des expertises, data scientists, etc., qui ont cette compétence. Voilà, comment je travaille comme ça. Après, il y a le travail avec l'IA, où pour moi, j'ai plusieurs axes en fait. J'en ai 4. Soit, comme on avait vu tout à l'heure, l'IA, c'est une sorte de collègue, c'est un alter ego. Voilà, mon collègue. C'est un assistant aussi, ça pourrait être un assistant. C'est quelqu'un qui va faire des tâches de base.
Genre, je vais drafter quelque chose et puis Moi, derrière, il va le prendrait beaucoup de reprendre. temps, Voilà, ouais. c'est le La padawan là, recherche qui me. d'images, Voilà, qui prenait va, beaucoup de cherche-moi temps, des ouais. images, ou alors je draft un truc, puis mets-le-moi au propre. Enfin voilà, donc Ouais, ça peut être être ça. ça. Je fais mon, Ouais, mon wireframe ouais, un ouais, peu rapidement sur du ouais, ouais. papier, puis moi, il me le refait tout bien dans Voilà, les bons outils. c'est ça, c'est ça. Ça peut être un patron aussi. Enfin, ça peut être quelqu'un qui va vérifier ce que je fais. Voilà, tu as fait ça et je vérifie si c'est conforme. Ah, par exemple, sur les règles d'accessibilité. Règles d'accessibilité, conformité à un design system, voilà, est-ce que je suis dans les Drôle. clous, pas dans les clous, etc. Voilà. Et puis sinon, ça peut être mon concurrent. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va faire le travail aussi bien que moi. Ah, et donc je peux m'y confronter et Bah, ça peut me challenger. ou en tout cas, me challenger, ou en tout cas me dire bah, peut-être qu'il faut que je change de travail parce qu'à un moment, peut-être sur certains domaines, je sais pas, il va faire le même travail aussi bien, voire mieux, mais pour beaucoup moins cher et plus vite. Voilà, donc ça, c'est les 4 directions, je pense, qui sont impactantes et qui vont faire que nos métiers vont changer, ouais, c'est clair. Risque que le designer disparaisse à terme? Je crois pas. Franchement, je crois pas. Mais je dis dans ces axes, il y a des enfin, faut pas voir juste le pire. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut être ouvert à ce qui va se passer. Il y a peut-être quelques spécialités de design qui vont être très très challengées. Sans doute peut-être celles qui font appel aux moins de compétences. D'accord, c'est sur la diversité du panel de Voilà. compétences que Sur le designer l'ensemble, va sur l'ensemble des métiers, peut-être que des parties, voilà, trop expert, voilà, certaines disciplines vont être fortement challengées, d'autres peut-être vont prendre plus de valeur. Je pense que c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, un nouvel outil qui apparaît dans un domaine, voilà, on retrouve un peu, ça redistribue les cartes. Donc c'est à mon avis ce qui va se passer. Mais comme je disais, hein, sur ces 4 scénarios que j'imagine, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Il ne faut pas voir le plus négatif, genre demain on n'aura plus de boulot. Ouais, je pense donc c'est la diversité et l'adaptabilité Mmh. maintenant, quelque part, qui fait que on peut se saisir de ça et en faire une opportunité finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'invite justement les designers à être super attentifs à ce qui se passe. Donc, mid-journée, il y a d'autres aussi outils qui sont peut-être même encore plus puissants, mais qui pour l'instant restent très privés. Ouais. Donc, Imagen, qui est lancé par Google, qui sont commencés, enfin, il y a eu des communications dessus. On a DALL-E 2, qui est basé sur OpenIA. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là, pour l'instant, ils restent en privé et je pense qu'ils marchent bien, mais ils n'arrivent pas à ils osent pas les ouvrir. De peur d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore, Ouais. surtout d'un point de vue modération de ce qui va être fait avec. Parce que quand on arrive à certains niveaux de réalisme, il y a des vraies questions en termes de deepfake, d'éthique, de ce qui va sortir avec. Et donc c'est rigolo, allez voir parce que ils écrivent aussi des articles, justement ils expliquent voilà, les enjeux de modération qu'ils ont sur ces outils-là. Parce qu'on peut faire de la modération a priori, genre, voilà, les gens ne peuvent pas taper tel type de requête, mais on ne peut pas tout prévoir. On peut pas tout prévoir, il y a des moyens de faire des trucs détournés, etc. Ouais. Et là, voilà, je pense que là, les enjeux pour ce genre d'outils-là, il est là. Voilà. Ouais, ça promet de gros challenges à venir. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, David. Mais je t'en prie. À très bientôt, c'était super. Merci.